Parlons plus et parlons mieux. PPPM. PPPM. Parlons plus et parlons mieux. Salut Guillaume. Salut Catherine. Comment tu vas? En ce moment en pleine forme, c'est un peu busy, mais j'adore la vie, donc ça va très bien. Guillaume, qui es-tu? Waouh. Ça commence dans le deep là. Ouais, non, mais c'est très bien. Quelqu'un un peu perdu peut-être, qui cherche des attaches. Je sais pas si tu veux que je te fasse un petit résumé de ma vie. Développe. Concrètement, j'ai grandi à l'étranger et donc depuis mes 7 ans, je bouge un peu de partout. Donc, je suis allé au Nigeria, au Brunei, au Venezuela. Alors, j'ai adoré, hein. Mais à mes 15 ans, j'étais complètement paumé. Tu vois, je parlais mal français, mal anglais, mal espagnol. Je ne sais pas si j'étais français ou citoyen du monde. Et donc là, j'ai dit à ma maman, maman, j'ai besoin de rentrer en France pour faire mes études au même endroit et comprendre qui je suis. Et donc là, je travaille sur ça depuis mes 15 ans. Donc ça va faire une petite dizaine d'années. Et je pense que je commence à avoir une idée de qui je suis et surtout de ce que je veux faire dans ce monde. Et tu vois, cette question de qu'est-ce que j'ai envie de faire, c'est un truc qui me travaille beaucoup. Tu vois, c'est quel sens est-ce que tu mets derrière tes actions et derrière tes choix. Et ce qui me choque, c'est que justement, beaucoup de personnes autour de nous n'ont pas cette réflexion. Donc tu sais, ils avancent un peu comme des moutons perdus dans les choix de la vie. Et ils se raccrochent à des sortes de valeurs, schémas préfaits, mais qui les rendent pas heureux. Donc c'est... Voilà. Pourquoi t'as autant bougé? Ah, ça, c'est le travail de mon papa, qui travaillait pour une grande boîte du pétrole. Alors, il s'avère que leurs parents aussi ont bougé. Donc, depuis plusieurs générations, on fait que bouger. Avant, c'était pour des raisons militaires. Donc, ils étaient dans les troupes de marine et ils faisaient que bouger. Maintenant, du coup, raison économique. Et tu me diras, moi, j'ai un peu continué. Puisque l'année dernière, j'étais en Angleterre pour mes études. Et j'ai monté une première boîte au Nigeria. Donc, ça fait 7 mois que je bossais dessus. Okay. Donc là, je suis passé à un autre projet en France, mais ça n'arrête pas. Justement, je vais me forcer à arrêter de bouger. Rester, ouais. Ouais, la stabilité, c'est tellement important. Tes parents sont mariés? Ouais, parfaitement, ouais. Ok. Donc ta mère habite enfin, du coup, tes parents habitent en France? Non, en Corée. En Corée? Ouais. Waouh, il y a trop d'informations. Ok, attends, juste, t'es né où? En France. En France. Ouais. Ok, où ça? À Paris. À Paris. Quand t'avais quel âge, t'es allé où? Alors, je suis parti à 7 ans Ok. au Nigeria. Pendant combien de temps? 3 ans. 3 ans, ok. Après? Brunei, Ok. en Asie, 2 ans. Ok. Après, Venezuela, 3 ans. Ok. Là, j'avais 15 ans. Mhm. Je suis rentré en France. Par ta propre volonté? Ouais, donc là, je suis allé en internat. Et là, je dirais, c'est le premier moment de ma vie où j'ai eu un gros choix à faire. Le choix, c'était pas tant, ok, est-ce que j'ai envie de rentrer en France ou pas? Ça, c'était clair. Le choix, c'est plus, d'accord, je rentre, mais qu'est-ce que je fais? Donc là, j'avais un peu deux choix. Alors, c'est très caricatural, hein. Mais soit je vais dans le public et je m'amuse. Pourquoi pas, hein, quand j'étais au Venezuela, je m'amusais comme un fou. T'imagines bien, t'as 15 ans, tu fais tes premières soirées, du grand reggaeton avec du rhum. Enfin, c'est fantastique. C'est le rêve de tout le monde. Alors, je dis ça aussi, la situation au Venezuela était quand même très particulière, hein. T'imagines, dévaluation de 1000%, tu faisais la queue plusieurs heures pour acheter des trucs de base, farine, sucre, enfin ainsi de suite. Mais malgré tout, les gens avaient une joie en eux qui était complètement dingue. Et donc pour revenir sur le choix que j'avais à faire, donc soit public, soit je me suis dit, tu sais quoi, je vais me mettre à bosser. Et donc là, je me disais, bon, peut-être que je vais aller dans un internat assez intense. C'est la deuxième option que j'ai choisie. Donc j'ai fait le choix quelque part de sacrifier quelques années de ma vie, justement. Et c'est un choix que je regrette pas du tout. Pourquoi à 15 ans? Est-ce que tu as eu une crise existentielle? Est-ce que tu as eu un élément déclencheur ou un événement déclencheur Carrément. qui t'a dit « Vas-y, dis-moi ». Carrément. Tu vas voir, c'est hyper drôle. C'est vraiment ridicule. J'ai pris un dictionnaire parce qu'en fait, je savais plus comment dire poisson en français. Mais vraiment, ou je sais plus si c'est dans ce sens-là où je me disais, je voyais le mot poisson, mais je savais plus ce que ça voulait dire. Je suis allé voir dans le dictionnaire, je dis poisson. Là, je me suis dit, ok, ça va pas là.
Ça va pas, c'est pas normal. Oh là là. C'est ça qui t'a fait venir. Ouais, vraiment, ouais, vraiment. Non, mais c'est ça où je me suis dit, non mais là je suis paumé là, c'est pas normal. Ok. Du coup, à 15 ans, t'es revenu en France et t'es resté combien de temps? Je suis resté longtemps, donc j'ai fait mon lycée, j'ai fait ma prépa à Paris. Ok. Après, j'ai fait une école d'ingé et il s'avère que je suis parti 1 an dans l'armée. Et donc je suis parti en Guyane Pourquoi dans ce t'es parti à cadre-là. l'armée? En fait, donc j'ai fait l'école polytechnique et Mhm. t'as eu 1 an militaire. Et donc, voilà, donc on est passé par la Courtine, quelques mois à Saint-Cyr, et puis après j'ai rejoint un régiment en Guyane. C'était fantastique, Fantastique. pour une raison assez simple. Pour la première fois de ma vie, j'avais pas besoin de me dire qu'est-ce que je fais demain, qu'est-ce que je fais après-demain. Tu sais, j'avais jamais besoin de me projeter. Et donc en fait, ça mettait dans des conditions où le lendemain était complètement incertain, mais ça te rend complètement libre en fait. Ouais, c'est ça. Libre de faire ce que tu veux. Et c'était très très agréable. Mm. Alors j'aurais pas rejoint l'armée parce que c'est pas fait pour moi. Et en fait, l'armée fondamentalement aussi, c'est qu'il y a plein de temps d'attente. Et moi j'ai besoin de faire 1000 trucs, d'être à 1000 à l'heure, mais c'était une très belle, ouais, très très bon moment de ma vie. Et aujourd'hui, tu fais quoi? Alors aujourd'hui, donc là je monte une boîte. Je peux, alors voilà ce que je peux te dire. C'est une boîte qui fait du cyber-offensif, donc à des fins à la fois civiles et militaires. Voilà, je peux pas te dire beaucoup plus Ok. que ça, Ok. mais c'est un sujet assez technique, très drôle à l'interface entre du coup la cyber et l'intelligence artificielle. Mhm. Ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a 6 mois, si tu me disais dans quel genre de boîte tu veux lancer, je t'aurais dit tout sauf un truc dans l'IA. Ah ouais? Mais j'ai trouvé mon associé est juste fantastique et le sujet est super intéressant, donc bon, je suis hyper Il a heureux. réussi à te passionner, à te convaincre. Ouais. En fait, ça s'est pas passé comme ça. Il m'a dit, t'as envie de bosser sur quoi, Guillaume? Mhm. Je lui ai dit, soit un truc dans l'énergie, Mhm. soit un truc un peu fou. Mhm. Il m'a fait, l'énergie, ça m'intéresse pas. Mhm. On va faire la deuxième option. Mhm. Et au début, il me disait, viens, on se fait un truc de dating. Je fais, non, Mhm. non, on va pas faire ça. Et puis après, il m'a parlé un peu de son passé où il a grandi en Chine et quand il était petit, il s'ennuyait. Et donc, il était un peu black hat hacker. Et alors, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Enfin, voilà. Donc, là, ça fait 2-3 mois qu'on bosse sur ce projet. Ok. Ça se passe super bien, c'est assez intense, mais c'est fantastique. Et donc, être entrepreneur, c'est ce que tu voulais faire in fine ou parce que tu m'as dit que tu savais pas encore, t'es dans cette quête de savoir ce que tu veux vraiment faire. Ouais, carrément. Alors, aujourd'hui, ça, c'est clair que c'est ce qui me rend le plus heureux. J'aime bien avancer avec un Glock contre la tempe un peu et je suis pas du tout quelqu'un de stressé, tu vois, mais c'est plus, je sais pas, tout est beaucoup plus exaltant. C'est pas la seule chose que je veux faire de ma vie, il y a plein d'autres choses et surtout, il y a 2 ans, je savais pas du tout ce que je voulais faire d'un point de vue professionnel. J'étais attiré par des choses qui avaient rien à voir. Du Tu vois, genre. des carrières dans la haute fonction publique, et donc tu vois, préparer l'INSP, faire de la finance par exemple, de l'investissement, ce que j'ai fait en césure, plaquer tout et devenir berger, que sais-je. Ouais, voilà, donc des trucs quand même assez différents, sachant que tu vois, dans le passé, j'ai déjà fait de la R&D, du conseil, de l'investissement, mais dans les trucs en innovation et des trucs très matures, donc ça a quand même rien à voir. Mais moi, justement, ce qui me passionne, c'est travailler sur des sujets super différents et être à l'interface. Déjà parce que j'ai toujours été à l'interface. Tu sais, quand j'étais petit, j'étais à l'interface de différentes cultures. Et j'ai jamais été, enfin, j'ai pas vraiment de maison ou d'endroit où je me dis, ah oui, là, je suis vraiment chez moi, quoi. Et je me sens parfaitement à l'aise. Mais en même temps, il n'y a pas d'endroit où je me sens mal à l'aise. Donc j'aime bien en fait, moi j'aime bien. Comment tu l'as vécu justement ce fait de changer de pays tout le temps? Parce que donc tu as dû sentir une instabilité. Ouais. Et à un moment donné, à 15 ans, tu t'es dit non, là j'ai besoin de stabilité. Ouais. Raconte-moi comment est-ce que tu as vécu cette expérience? Alors, c'est très différent en fonction des âges, parce que tu te construis différemment. Quand j'étais petit, à 7 ans, quand on me dit que je vais partir au Nigeria, moi je me dis ah ouais, génial, tu sais, j'avais en tête les safaris, toute la nature, tout ça. Alors, au Nigeria, c'est vraiment pas comme ça, mais j'étais très content. Brunei, c'était une expatriation super facile, parce que c'est un pays super riche et avec plein de gens qui viennent de partout. Ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas tu vois, une culture qui vient dominer le tout. Et donc en fait, tout le monde est étranger quelque part. Et le passage du Nigeria au Brunei, pour moi, s'est fait
assez facilement, je passais juste à autre chose. Le passage du Brunei au Venezuela était difficile. Je ne l'ai pas accepté pendant un an. Et pendant un an, concrètement, ça voulait dire que je disais à ma maman j'ai envie de retourner au Brunei, envoie-moi en internat là-bas. Je m'étais fait de bons amis, je me sentais super bien là-bas. Et du coup, je refusais d'apprendre l'espagnol, de me faire des amis. Et donc concrètement, ça voulait dire à la récré, j'allais à la bibliothèque et je lisais des livres tout seul. Et donc ça a duré un petit moment, tu vois. Et après, au bout de la deuxième année, je me suis dit non, mais c'est trop bête en fait. Enfin, je suis dans un pays magnifique avec des gens fantastiques. Enfin, qu'est-ce que je fais, quoi? Donc à partir de ce moment-là, ça s'est super bien passé. Mais c'est vrai que donc il y a eu cette première année de mal-être. Et après le passage de Venezuela à France, je crois que je l'ai assez bien accepté. Parce que c'était un peu un retour aux racines, tu sais. Quand tu sais pas où tu vas et quand tu es perdu, je pense que c'est toujours important de revenir d'où tu viens. Et il faut savoir d'où on vient pour savoir où on veut aller. Donc c'est un peu ce que j'ai fait. Donc c'était facile à faire comme choix. Par contre, il y a eu un gros choc de culture. Alors, on en parlait tout à l'heure, mais la culture parisienne. Et moi, t'imagines, j'ai fait 3 ans au Venezuela, tu t'amuses, tu bois beaucoup, tu bosses pas trop. Mais surtout, c'est pas ça la plus grosse différence. La plus grande différence, c'est l'espoir et la foi des gens. Concrètement, leur pays était en train de s'effondrer. Un pays magnifique, un pays fantastique, avec une culture très très forte. Et ils le voient s'effondrer d'année en année. Ils savent qu'ils vont sans doute devoir le quitter dans les années qui viennent. Ouais, c'est vraiment pas facile. Mais malgré ça, ils font la fête, mais alors, avec sincérité, et même tu vois qu'ils ont une foi et un espoir dans le futur complètement fou. Et là, j'arrive en France. En fait, les gens ont tout, mais hyper pessimistes, ils critiquent tout, et ils sont pas heureux. Et je comprends pas. Moi, c'est le premier gros choc. Deuxième gros choc, c'est le lycée que je rejoins, c'est Stanislas. C'est un lycée assez conservateur où on travaille pas mal. Alors, je m'y suis beaucoup plu et j'adhère au projet éducatif, mais je sentais que beaucoup des gens qui y étaient avaient une forme de mal-être et ça s'exprimait de tout un tas de manières différentes, quoi. Donc c'était un peu bizarre. Ok, donc c'est ça qui t'a choqué principalement, cette différence de comment tu abordes la vie. Ouais, parfaitement. Comment tu fais des choix, comment tu regardes les choses, qu'est-ce qui te rend heureux, pourquoi est-ce que tu avances dans la vie, quoi. Et toi, qu'est-ce qui te rend heureux? Les autres. J'aime beaucoup les gens. Ouais. Tu dirais que t'es extraverti? Ou introverti? Ou alors quel est le pourcentage de extraversion et d'introversion? Ouais. Les gens voient beaucoup mon côté extraverti parce que je suis quand même quelqu'un d'assez extraverti. J'organise plein d'événements, je sors beaucoup. Et puis mon métier en plus, c'est de parler aux gens et de raconter des histoires. Hein. Moi, ça, j'aime bien dire ça. Je trouve qu'entrepreneur, c'est vraiment raconter des histoires en fait. Mais pour autant, je suis quand même aussi quelqu'un d'assez introverti. Donc ça, c'est quelque chose que les gens ne voient pas trop parce que forcément, tu sais, la manière dont on a interagi avec les gens aujourd'hui, c'est vachement à travers les réseaux sociaux. Et tu vas pas partager les moments où tu es tout seul, tu es en train de lire, tu es en train de juste, de marcher, de flâner, de contempler la nature ou la beauté, d'écrire et de réfléchir. Donc ça, c'est pas forcément un truc que je partage, mais c'est quelque chose d'hyper important pour moi et sans lequel j'aurais du mal à gérer les choses. Et est-ce que ton bonheur a changé justement avec ce contact avec la population parisienne? J'étais pas hyper heureux à Paris les premières années. J'ai eu du mal à me faire des amis. Maintenant, j'ai de très bons amis, donc ça se passe bien. Mais il y a eu aussi un moment où j'ai eu besoin de partir à Paris. Donc là, tu vois, je parlais de cette année en Angleterre. Alors, je suis parti pour plusieurs raisons. La première, c'est... je ne sais pas si tu te souviens, il y a 2 ans, il y avait un climat hyper toxique, très pesant à cause de tout ce qui avait lieu en politique. Je trouve que
en ce moment, la politique française est un peu une farce. J'ai beaucoup de mal avec cette forme de polarisation de la politique qu'on tient des États-Unis. J'aime pas du tout cette importation. D'autant plus que je suis hyper intéressé par la chose politique. Mais le mot, c'est pas intéressé, c'est... Curieux? Non, c'est beaucoup plus que ça. Ok, Impliqué malgré moi, tu sais. d'accord. Parce que ça me passionne, parce que sais-je. Mais en Mhm. tout cas, malgré moi, même si je me force à arrêter d'y penser, ça me travaillait. Et je me posais aussi beaucoup de questions autour de qu'est-ce que c'est qu'un pays, qu'est-ce que c'est qu'une nation, en particulier par rapport à mon parcours, tu sais. C'est Mhm. quand je te disais, est-ce que je suis français? Est-ce que le fait d'habiter toute sa vie à l'étranger, ça te permet comme d'être français? Est-ce qu'il faut juste avoir la culture? Est-ce qu'il faut avoir un destin lié au pays? Et donc, c'était des questions qui me travaillaient beaucoup, mais même presque un peu trop, Mhm. et qui m'empêchaient de me concentrer sur ce qui me rend, sur ce qui me rend heureux. Aujourd'hui, tu te sens comment? Aujourd'hui, je suis apaisé, et pour l'instant, j'ai complètement mis de côté cet aspect politique des choses. L'année dernière m'a fait beaucoup de bien. Pour me concentrer sur ce qui me plaît, sur ce que je veux faire à court terme. C'est aussi la première fois dans ma vie où je suis stable. Alors qu'est-ce que j'entends par là? C'est la première fois dans ma vie où je sais que je suis dans un endroit de manière indéterminée. Donc il n'y a pas un terme. Tu vois, l'année dernière, je savais que j'allais rester un an en Angleterre. Pendant ma scolarité à Polytechnique, je savais que j'allais faire un an à l'armée. Puis après, un an et demi à Palaiseau, que j'allais faire un ta. Et donc à chaque fois, ça s'arrête pas, c'est une sorte de machine infernale. Donc là, ça fait, je sais pas, 3-4 semaines que je suis à Paris. Et qu'est-ce que ça fait du bien juste de se dire, bah, je sais pas, peut-être que je vais rester 1 an, 10 ans, peut-être que ce sera 2 mois, je sais pas. Mais le fait de pas savoir, c'est super parce que tu peux te projeter, tu peux construire des choses. Et ça, ça fait beaucoup de bien. T'es pas dans l'éphémère et ça te permet d'être vulnérable en fait. Parce que pourquoi te livrer à quelqu'un? Pourquoi faire l'effort de construire quelque chose quand tu sais que ça va pas durer? Quand tu sais qu'il y aura une blessure à la fin, pas à cause de l'autre, mais juste à cause de ta vie et de tout ce que ça provoque. Mais voilà, j'allais y venir, j'allais poser la question, est-ce qu'au niveau de ta personnalité, tu te restreignais ou alors tu t'obligeais à être quelqu'un d'autre quand tu savais que par exemple en Angleterre tu allais rester qu'un an, etc. Quand tu savais qu'il allait avoir un terme, est-ce que ça changeait ton rapport aux autres ou même ton rapport à toi-même de qui tu étais? Ouais, vachement. Alors, ça c'est un thème un peu général dans ma vie, c'est comment est-ce que tu fais pour être toi-même avec les autres? Et souvent, d'ailleurs je sais pas si je le fais encore, je mets une sorte de masque. Je suis une sorte d'acteur et j'ai différentes personnalités et en fonction des gens avec qui je suis une personne différente. Parce que j'ai envie de leur montrer un certain visage. Parce que fondamentalement, je pense aussi que je cherche à créer de la réaction chez les gens. Donc c'est pas forcément je cherche à ce que les gens m'aiment, mais je n'ai pas envie que les gens soient indifférents à qui je suis. C'est un peu bizarre, enfin bizarre, je sais pas si c'est le mot. Mais tu comprends que ça crée une sorte de rapport peut-être toxique aux gens un peu. Euh, euh, et, alors excuse-moi, tu peux revenir sur ta question, je me suis un peu perdu. C'est est-ce que tu changes de personnalité en fonction du terme, Ah oui, c'est bon, j'ai. de la temporalité que tu as? Ouais. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à être fidèle en amitié d'abord. Euh, c'est un peu bizarre, hein. Euh, non pas que la fidélité me fasse peur, mais je sens qu'en fait j'avais peur de m'attacher. Et donc, sans même le réaliser, je cherchais à me faire de nouveaux amis. Ce qui fait qu'en fait aujourd'hui, j'ai plein de groupes d'amis hyper différents, qui n'ont rien à voir, super différents. Il y a 2-3 ans, je me suis dit, attends, pose-toi, qu'est-ce qui est important? Et en fait, ce qui est important, que ce soit en amitié ou en amour, c'est être là quand l'autre a besoin de toi. C'est pas être là quand l'autre est heureux. Parce que quand tu es heureux, tu veux la partager avec tout le monde, ta joie, ton bonheur. Enfin, c'est facile. Et je me suis dit, mais tu sais quoi? Je veux plus être juste cet ami qu'on voit, qui sourit tout le temps, qui rit et qu'on voit à de diverses occasions, que ce soit pour faire la fête ou autour d'un dîner. Mais je veux aussi devenir cet ami sur lequel, tu vois, une épaule sur laquelle on peut reposer la tête en temps difficile. Je veux être
l'ami qui t'appelle parce que quand t'es dans le mal, personne t'appelle, enfin personne le sait, tu vois. Donc je veux être celui, enfin voilà, c'est cet ami-là. Et donc j'ai fait une forme, ouais, cet effort de fidéliser mes amitiés. Et je suis hyper heureux. Donc ça fait beaucoup de bien. Tu parlais après là de l'Angleterre. Est-ce que tu te fais des amis de manière différente? Alors j'ai pensé mon année de manière un peu bizarre. Mon année, elle durait 1 an, donc c'est assez court. Donc je l'avais segmentée. En gros, les 3 premiers mois, je devais rencontrer plein de personnes. Donc là, j'étais une bête sociale. Tous les soirs, je me faisais, je sais pas, 2-3 événements par soirée. C'était intense. Je rencontrais 20 personnes par jour. Ça n'arrêtait pas. Ça prend beaucoup d'énergie. Ah ouais. Donc, carrément. Mm. Et puis après, le deuxième trimestre, je me suis dit, là, je vais sélectionner les gens. Je veux passer du temps avec les gens qui comptent pour moi, qui ont peut-être les mêmes valeurs ou la même vision de la vie. Enfin, j'ai pas envie de perdre du temps avec des gens qui en valent pas le coup. Et ça, c'est vrai dans toute chose dans la vie. J'aime bien être honnête. Quand j'aime pas quelqu'un, bah, je lui dis, il n'y a pas de souci. Mais enfin, la vie est trop courte pour passer du temps avec des gens qui t'apportent pas de bonnes choses. Voilà. Donc j'ai fait un peu cette sélection, mais à ce moment-là, j'ai fait une sorte de burn-out un peu, parce que comme tu le dis, hein, ça prend énormément d'énergie. Je me suis pas reposé à Noël. Et en fait, en parallèle de ça, j'ai essayé de monter plusieurs boîtes. Je gérais aussi la Société des Français, donc j'organisais pas mal d'événements. Enfin bref, je faisais trop de choses. Au niveau des relations amoureuses, ça se passait comment? Alors, l'année dernière, je savais que j'allais rien construire, donc c'était que des aventures. Alors tu me diras, est-ce que c'était vraiment une aventure quand tu sais déjà quand ça va finir? Je suis pas sûr. Personnellement, c'est pas forcément le bon mot. Bah, la définition même d'aventure, c'est que tu sais qu'elle aura un terme. Tu sais qu'elle aura un terme, tu sais que tu peux vivre cette passion, tu sais que... Je suis pas d'accord. Non? Non, justement. Je pense que l'aventure, c'est caractérisé par l'incertain. C'est caractérisé par le fait de ne pas savoir. Et donc, justement, quand tu sais que l'histoire que tu vis va finir dans 1 mois, est-ce qu'elle a vraiment de la valeur? Alors, peut-être, ouais. D'ailleurs, tu me diras, j'ai eu une très belle histoire il y a 2 ans maintenant. Je faisais un voyage au Brésil et en Argentine. Et j'ai rencontré une Argentine avec qui on a eu une très belle histoire. Et justement, le fait que je savais que j'allais partir était complètement libérateur. Déjà, le fait de ne pas parler français, il y a des mots en français qui sont tabous. Parce que, pour des raisons familiales, parce que tu es éduqué d'une certaine manière. Donc les mots ont des poids. Alors que, là on parlait en anglais et en espagnol, donc un mix des deux. Il y a toujours une langue où le mot est facile à dire. Et donc en fait tout était très facile, intuitif. Et on avait une très très grande liberté justement parce que on savait que ça allait finir. Donc c'est un peu comme 2 oiseaux, tu sais, qui volent dans le ciel, qui ont cette très grande liberté. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'en parallèle, j'étais en train de lire les correspondances entre Camus et Maria Casares. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Mais ce qui est assez beau dans leur histoire, c'est que justement, eux, ils se sont rencontrés pendant la guerre. Et puis après, ils ne se sont pas vus pendant 4 ans. Parce qu'il s'avère que Camus était marié. Donc il est retourné à son mariage. Puis après, ils se sont retrouvés. Et je crois beaucoup que quand tu rencontres quelqu'un que tu aimes, et j'utilise ce mot, pour moi c'est un mot très fort. Il y a peu de personnes que tu aimes réellement, parce qu'il y a peu de personnes qui te comprennent, avec qui tu te sens parfaitement à l'aise. Enfin, bon. Mais donc, quand tu aimes quelqu'un, tes chemins peuvent se croiser un moment, et puis peut-être qu'ils ne se recroiseront plus après, mais c'est pas grave, parce que c'est tellement rare et beau comme moment qu'il faut en profiter pleinement. Et donc c'était un peu ma philosophie. Tu vois, quand je disais que je savais qu'il y avait un terme, j'y croyais pas trop. Dans le sens où je me disais, je sais qu'on va se voir pendant 1 mois, 2 mois. Peut-être qu'on va se retrouver dans 5 ans. Et quand on se retrouvera, on aura tous les deux grandi. Et ce sera encore plus beau. On aura plus à s'apporter, à se donner. Donc je reste sur le fait que je pense que l'aventure, c'est l'incertain. Et si elle est cloisonnée, c'est pas de l'aventure.
Quand tu l'as quitté, tu t'es senti comment? Alors c'était assez drôle. Tu vois, tu peux t'attendre à être très triste. Pas du tout. J'avais une forme de joie diffuse. J'étais juste très heureux que ça ait eu lieu. Et elle? Alors on sait jamais déjà ce que l'autre ressent, évidemment. Je pense que c'était plus difficile pour elle de passer à autre chose, même si elle me disait le contraire. Et il y a une situation un peu difficile où tu vois, elle me disait I don't want to be blue about it. Donc je veux pas qu'on soit triste et j'ai envie qu'on avance. Mais je voyais qu'elle avait du mal à avancer. Et donc tu vois, quand on s'appelait régulièrement, est-ce qu'il faut faire le deuil d'une relation? Je sais pas, personnellement. Moi, je trouvais ça très beau et d'avoir à la fois une amie et une amante, tu vois. Et donc je lui ai dit, je pense que ça l'a pas mal aidé, que quel que soit ce qui se passe, je serai toujours un ami pour elle et qu'elle aurait une place dans mon cœur, quelle que soit la forme que ça prend. Moi, c'est ça. Est-ce que tu penses que tu t'autorises à t'attacher? Alors, par rapport à ça, plusieurs choses. J'ai beaucoup du mal à aimer pour une raison un peu bizarre. Alors, je sais pas si je crois à ce que je vais dire, mais je vais le dire quand même. Je pense que j'ai du mal à accepter que quelqu'un d'autre puisse m'aimer. Et donc, si t'as du mal à accepter ça, c'est difficile aussi d'aimer l'autre. Donc c'est pas que... ouais, c'est ça. Pourquoi? Justement, quand je te dis que j'arrive pas trop à... Je sais pas si j'y crois. Donc j'ai eu une très grande discussion là, il y a 3 semaines à ce sujet avec un ami qui me connaît pas très bien, mais qui m'a vu à plusieurs occasions. Et j'avais l'impression qu'il me connaissait mieux que moi-même. En fait, c'est assez bizarre. Et je pense que parfois, enfin souvent d'ailleurs, il y a des choses qu'on enfuit. Et du coup, on a beaucoup du mal à les comprendre, à mettre le doigt sur ce qu'on ressent et pourquoi on est on se comporte d'une certaine manière. Et donc parler avec d'autres personnes, c'est toujours très utile. Et c'est ça qui permet d'avancer finalement. C'est pas en restant tout seul, en lisant des livres, en écrivant de son côté qu'on avance. Non, c'est en se confrontant aux autres, en essayant. Fondamentalement, c'est en essayant aussi. Donc tu vois, tu me dis, est-ce que tu sais t'attacher? Je sais pas, mais j'ai envie d'essayer. Et je pense que c'est le plus important et c'est la seule manière d'apprendre à le faire. Guillaume, j'ai l'impression que les thèmes que tu abordes touchent un peu à tout ce qui est aventure, vulnérabilité, l'incertain. Pourquoi est-ce que tu as choisi ces thèmes? La vie est une aventure et les gens l'ont oublié. Ils l'ont oublié parce qu'ils se sont réfugiés derrière le contrôle de toute forme d'incertitude. Alors, on comprend, c'est normal, c'est la nature humaine. Personne ne veut être dans une situation qu'on ne maîtrise pas. Mais je pense que ça ne crée pas les conditions du bonheur. Et ça ne permet pas de vivre pleinement sa vie. Donc fondamentalement, je pense que c'est important de perdre le contrôle pour pleinement accepter l'aventure et accepter d'être vulnérable. Et c'est pas grave parce qu'en fait, fondamentalement, la condition humaine, c'est d'être vulnérable. Je sais pas si on veut finir sur ça, mais je pense que accepter sa condition humaine, sa fragilité, sa vulnérabilité, c'est ce qui permet la condition du bonheur. Est-ce que ce serait ça ta philosophie de vie, en une phrase? Ouais, c'est ça, ouais. Super, merci beaucoup Guillaume. Merci. Parlons plus et parlons mieux. PPPM. PPPM. Parlons plus et parlons mieux.